Le soleil se couchait sur la baie de Monaco, nimbant d'or les yachts luxueux amarrés au port. Dans le penthouse du Grand Riviera, Alexandre Dufresne contemplait ce spectacle quotidien avec l'indifférence que confère l'habitude. À 42 ans, cet homme à la silhouette athlétique et aux tempes légèrement grisonnantes possédait une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros, amassée grâce à une série d'investissements judicieux dans les technologies émergentes. Son regard d'acier, habituellement calculateur, semblait ce soir-là voilé par l'ennui. « Encore du champagne, monsieur ?» La voix discrète de Camille, sa femme de chambre depuis 3 ans, le tira de sa contemplation. Il ne daigna même pas tourner la tête vers elle, se contentant d'un geste vague de la main. Camille Leroux, 28 ans, remplissait son verre avec cette précision élégante qui caractérisait chacun de ses gestes. Mince, les cheveux châtains coupés au carré, elle n'était ni d'une beauté extraordinaire, ni quelconque, juste une présence efficace et invisible, comme l'exigeait son métier. « Dis-moi, Camille », lança soudain Alexandre, brisant le protocole habituel. « Es-tu heureuse ?» La question, surgit de nulle part, fit légèrement tressaillir la jeune femme, qui renversa quelques gouttes de Dom Pérignon sur le marbre immaculé du sol. C'était la première fois en 3 ans qu'il lui posait une question personnelle. Si vous appréciez le début de cette histoire, n'hésitez pas à laisser un « j'aime ». Que pensez-vous qu'il va arriver à Alexandre et Camille? Je serais ravi de lire vos théories dans les commentaires. Je vous demande pardon, monsieur, répondit-elle, incertaine d'avoir bien entendu. Je te demande si tu es heureuse dans ta vie, répéta Alexandre, se tournant enfin vers elle, son regard perçant la détaillant comme s'il la voyait pour la première fois. Je n'ai pas à me plaindre, monsieur, répondit prudemment Camille, mal à l'aise sous cet examen inattendu. Un sourire sardonique étira les lèvres d'Alexandre. Quelle réponse diplomatique, typique des gens qui servent les riches. Toujours cette peur de dire ce qu'ils pensent vraiment. Le téléphone d'Alexandre vibra sur la table basse en verre. Le nom de Maximilien s'afficha sur l'écran. Son meilleur ami depuis Sciences Po et son éternel rival dans tout, des affaires aux conquêtes féminines. « Max, justement, je m'ennuyais à mourir », dit Alexandre en décrochant, son ton changeant immédiatement pour devenir chaleureux. Camille s'éclipsa discrètement vers la cuisine, laissant son employeur à sa conversation. Elle pouvait entendre des bribes de dialogue, des rires masculins, puis la voix d'Alexandre qui s'élevait soudain, visiblement agitée. « Tu es complètement fou, c'est absurde. Non, ce n'est pas de la lâcheté, c'est du bon sens. 10 millions? Tu perdrais de toute façon. Non, ce n'est pas un défi, c'est de la folie pure. » Lorsque Camille revint pour débarrasser le plateau, Alexandre raccrochait, le visage troublé par un mélange d'irritation et d'excitation qu'elle ne lui avait jamais vu. « Camille, dit-il abruptement, combien gagnes-tu par an ?» La question la prit au dépourvu. 42 000 euros, monsieur. Alexandre éclata d'un rire bref. 42 000 euros. Je dépense cette somme en une soirée au casino. Il la fixa intensément. Que dirais-tu de gagner 5 millions d'euros? Elle crut avoir mal entendu. Pardon, monsieur? Tu m'as bien entendu. 5 millions d'euros. Cash. Exonéré d'impôts. À toi. Camille sentit sa gorge s'assécher. Je ne comprends pas, monsieur. Alexandre se leva, s'approchant d'elle avec la démarche assurée d'un prédateur. C'est pourtant simple. Je te propose de m'épouser. Un mariage d'1 an, pas un jour de plus. Au terme de cette année, divorce propre, et tu repars avec 5 millions. Le plateau que tenait Camille vacilla dangereusement entre ses mains. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Ai-je l'air de plaisanter? Son ton était mortellement sérieux. Maximilien vient de me mettre au défi d'épouser la première femme qui entrerait dans cette pièce. C'était toi. Il a parié 10 millions que je n'aurais pas le cran de le faire, que je suis trop attaché à mon précieux célibat. Je déteste perdre, Camille, presque autant que je déteste m'ennuyer. Et là, pour la première fois depuis longtemps, je ne m'ennuie plus. Camille posa précautionneusement le plateau, craignant que ses jambes ne la trahissent. Pourquoi moi? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme. Exactement. C'est ce que tout le monde attend de moi. Une actrice, un mannequin, une héritière. L'ironie d'épouser ma femme de chambre, c'est délicieusement subversif. Il sourit, révélant des dents parfaites. Et puis, tu es efficace, discrète. Et tu me connais déjà. Les bases d'un mariage réussi, non? C'est de la folie, murmura Camille. Sans doute, mais c'est une folie lucrative pour toi. 5 millions, Camille. Pense à ce que tu pourrais faire avec cette somme. Camille sentit la pièce tourner légèrement autour d'elle. 5 millions d'euros.
l'indépendance financière, la possibilité d'aider sa mère malade, de reprendre ses études de droit abandonnées faute de moyens, de ne plus jamais avoir à s'inquiéter pour son avenir. Ce serait un vrai mariage ? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Le regard d'Alexandre se fit calculateur. Sur le papier, oui. En privé, nous établirons des règles claires. Je ne cherche pas une épouse au sens traditionnel, Camille. Juste quelqu'un pour remporter ce pari et peut-être divertir un peu mon entourage. Et si je refuse ? Alors je perds 10 millions, tu continues à gagner 42 000 € par an et nous oublions cette conversation. Il haussa les épaules. Mais soyons honnêtes, tu n'as aucune raison rationnelle de refuser. Camille ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées. Tout cela semblait irréel, comme un de ces films ridicules qu'elle regardait parfois le dimanche après-midi. Sauf que c'était sa vie, et qu'un milliardaire excentrique lui proposait de bouleverser son existence pour un caprice. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle finalement. « Tu as jusqu'à demain matin 9 h. » Alexandre retourna à sa contemplation de la baie. « Tu peux disposer maintenant. » Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Dans sa petite chambre de bonne, luxueuse comparée à celle de nombreux employés de maison mais minuscules à l'échelle du penthouse, elle tournait et retournait la proposition dans sa tête. Une partie d'elle-même était révoltée par l'arrogance d'Alexandre, par cette façon dont il jouait avec les vies humaines comme avec des pions sur un échiquier. Une autre partie, plus pragmatique, lui rappelait sa mère en maison de retraite médicalisée, les factures qui s'accumulaient, ses rêves mis en veilleuse. Au petit matin, épuisée mais résolue, elle frappa à la porte du bureau d'Alexandre. Il était déjà impeccablement habillé d'un costume sur mesure, travaillant sur plusieurs écrans d'ordinateur simultanément. « J'accepte », dit simplement Camille, « mais j'ai mes conditions. » Un sourire satisfait apparut sur le visage d'Alexandre. « Je t'écoute. »« 10 millions, pas 5. » Alexandre haussa un sourcil, visiblement surpris par son audace. « Intéressant. Pourquoi devrais-je doubler la mise ? Parce que vous allez gagner 10 millions grâce à moi. Un partage équitable. Me semble juste. » Il la considéra avec un nouveau respect. « Quoi d'autre ? Je veux un contrat légal rédigé par mon propre avocat, garantissant ce paiement quoi qu'il arrive. Accordé. Continue. Je ne serai pas un objet de divertissement. Je jouerai le rôle de votre épouse en public, mais vous me traiterez avec respect. » Alexandre inclina légèrement la tête. « Cela va de soi. » Et Camille hésita, puis se lança. « Je veux que ma mère soit transférée dans le meilleur établissement de soins possible, dès maintenant, avant même le mariage. » Une ombre passa sur le visage d'Alexandre. « Ta mère est malade ? Parkinson, stade avancé. Les soins coûtent cher, et les bons établissements ont des listes d'attente interminables. » Alexandre resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Considère que c'est fait. » Autre chose ? Camille prit une profonde inspiration. « Une dernière chose. À la fin de l'année, vous ne devrez pas vous opposer au divorce, sous aucun prétexte. Évidemment, je n'ai aucune intention de prolonger ce arrangement au-delà du nécessaire. » Il se leva, contourna son bureau et lui tendit la main. « Avons-nous un accord, future Madame Dufresne ?» Camille regarda cette main tendue, symbole d'un pacte qui allait changer sa vie à jamais. Puis, elle la serra fermement. « Nous avons un accord. » Les événements s'enchaînèrent ensuite à une vitesse vertigineuse. En l'espace de 2 semaines, Camille passa du statut de simple employé à celui de fiancée officielle d'Alexandre Dufresne. Sa mère fut transférée dans une clinique privée en Suisse, bénéficiant des meilleurs soins possibles. Un avocat réputé, engagé par Camille, mais payé par Alexandre, rédigea un contrat blindé garantissant ses 10 millions €. Une styliste personnelle renouvela entièrement sa garde-robe. Un coach en étiquette lui donna des cours intensifs sur les usages de la haute société. La presse s'empara de « l'histoire avec voracité ». Le milliardaire et la soubrette, titrèrent les tabloïds. Contes de fées à Monaco préféraient les magazines plus respectables. Certains journalistes plus cyniques parlaient d'un coup marketing ou d'une excentricité de riche. Alexandre, habitué au projecteur, gérait cette attention médiatique avec un détachement amusé. Camille, elle, se sentait comme une imposteur projetée dans un monde qui n'était pas le sien. Le jour du mariage arriva, organisé avec une rapidité qui fit jaser mais avec un faste qui coupa court à toute critique. La cérémonie eut lieu sur le yacht privé d'Alexandre, amarré au large de Monaco. Seuls quelques invités triés sur le volet y assistèrent, dont Maximilien, témoin d'Alexandre,
et instigateur involontaire de toute cette situation. Le regard qu'il posa sur Camille mêlait curiosité et une forme de pitié qui la mit mal à l'aise. « Tu es magnifique », lui murmura-t-il pendant la réception, alors qu'Alexandre était occupé ailleurs. « J'espère que tu sais dans quoi tu t'embarques. »« Que voulez-vous dire » demanda Camille, soudain inquiète. Maximilien eut un sourire énigmatique. « Alexandre n'est pas un homme facile. Il a, disons, des particularités. Mais je suppose que tu les découvriras par toi-même. » Avant qu'elle puisse l'interroger davantage, Alexandre les rejoignit, passant un bras possessif autour de la taille de Camille. « J'espère que mon cher ami ne te remplit pas la tête d'histoires à mon sujet, » dit-il, d'un ton léger qui ne trompa ni Camille ni Maximilien. « Je félicitais juste ta charmante épouse, » répondit Maximilien en levant son verre de champagne. « Et je me demandais si tu avais déjà préparé les 10 millions que tu vas me devoir quand tout ceci s'effondrera. »« Toujours aussi mauvais perdant, » rétorqua Alexandre. « Tu ferais mieux de préparer les tiens. » Les deux hommes se toisèrent avec une intensité qui surprit Camille. Il n'y avait plus qu'une simple rivalité amicale entre eux, quelque chose de plus profond, de plus viscéral. La journée passa comme dans un rêve. Et bientôt, Camille se retrouva seule avec Alexandre dans la suite nuptiale d'un palace monégasque. Le malaise qui l'habitait depuis le début de cette folle aventure atteignit son paroxysme. « Détends-toi, » dit Alexandre en se servant un verre de whisky. « Je ne vais pas te sauter dessus, si c'est ce qui t'inquiète. »« Je ne sais même pas quelles sont vos attentes, » admit Camille, toujours debout près de la porte comme si elle planifiait une fuite. « Mes attentes ?» Alexandre eut un rire bref. « J'attends que tu joues ton rôle en public. En privé, tu peux faire ce que bon te semble tant que cela reste discret. » Il la regarda avec une intensité nouvelle. « D'ailleurs, j'ai une question que je me pose depuis que tu as accepté ma proposition. »« Laquelle ? Pourquoi as-tu accepté vraiment ? Je comprends l'argent, bien sûr, mais il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Camille hésita. « Ma mère, comme je vous l'ai dit, non, il y a plus que ça. » Alexandre s'approcha d'elle, s'arrêtant à quelques centimètres. « Je t'observe depuis 3 ans, Camille. Tu es intelligente, bien plus que nécessaire pour ton travail. Tu es discrète, mais pas effacée. Tu as de l'ambition, je le vois dans tes yeux. Alors qu'est-ce que tu cherches vraiment ?» La proximité d'Alexandre, son parfum subtil, son regard perçant, Camille sentit sa résolution vaciller. « Peut-être que je voulais simplement voir comment vit l'autre moitié du monde, » dit-elle finalement. « L'autre moitié ?» Il sourit. « Tu veux dire le 0,001%. Et qu'en penses-tu jusqu'à présent ? Que c'est à la fois exactement comme je l'imaginais et complètement différent. » Cette réponse sembla plaire à Alexandre. « Intéressant. Tu sais, Camille, je commence à penser que cette année pourrait être moins ennuyeuse que prévu. Est-ce un compliment ? Prends-le comme tu veux. » Il s'éloigna, lui tournant le dos. « La chambre d'amis est à ta disposition. Je prendrai la chambre principale. Nous partagerons cet appartement comme des colocataires civilisés. » Camille acquiesça soulagée et étrangement déçue à la fois. « Comme vous voulez. Une dernière chose, » ajouta Alexandre en se retournant. « À partir de maintenant, tutoie-moi et appelle-moi. Alexandre, vous et monsieur ne conviennent plus à notre situation. »« D'accord. Alexandre. » Son prénom dans sa bouche sonnait étrangement intime, comme si elle franchissait une ligne invisible. Alexandre l'observa un moment, puis hocha la tête, satisfait. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, Camille Dufresne. » Cette nuit-là, allongée dans un lit plus grand que son ancien studio, Camille se demanda dans quelle folie elle s'était lancée. Était-elle en train de vendre son âme pour de l'argent ? Ou était-ce simplement un moyen pragmatique d'atteindre ses objectifs ? Et pourquoi, malgré tout ce qu'elle savait sur l'arrogance d'Alexandre et la nature transactionnelle de leur arrangement, ne pouvait-elle s'empêcher de ressentir ce trouble en sa présence ? Le sommeil la fuyait, et avec lui les certitudes qui l'avaient poussée à accepter ce marché faustien. Dans la chambre voisine, séparée de la sienne par un simple mur, Alexandre Dufresne, son mari depuis quelques heures à peine, demeurait une énigme inquiétante. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Alexandre ne dormait pas non plus, tourmenté par des démons dont elle n'avait pas la moindre idée. Des démons qui, lorsqu'ils se révéleraient, changeraient à jamais le cours de leur étrange union. Le lendemain matin, Camille s'éveilla au son discret de coups frappés à sa porte. Une femme d'une 50aine d'années, à l'allure professionnelle, entra avec un plateau de petit déjeuner. « Bonjour, Madame Dufresne. Je suis Martine, la gouvernante. Monsieur m'a chargé de vous informer qu'il a dû partir tôt pour une réunion.
mais qu'il vous retrouvera pour le déjeuner au restaurant de l'hôtel à 13 heures. Camille eut un moment de confusion avant de se rappeler qu'elle était désormais Madame Dufresne. « Merci, Martine », répondit-elle poliment, se demandant si la gouvernante connaissait sa véritable identité d'ancienne femme de chambre. « Monsieur a également laissé ceci pour vous », ajouta Martine en déposant une enveloppe sur le plateau. Lorsque la gouvernante se fut retirée, Camille ouvrit l'enveloppe. Elle contenait une carte bancaire en métal noir, accompagnée d'une note manuscrite. « Pour tes dépenses personnelles, sans limite. Profites-en. » Ah, Camille fixa la carte, partagée entre l'indignation d'être traitée comme une poupée qu'on achète et la fascination devant cette nouvelle réalité où l'argent semblait n'avoir aucune importance. Elle posa la carte sur sa table de nuit, décidée à ne pas l'utiliser immédiatement. Une petite rébellion personnelle contre la mainmise d'Alexandre sur sa vie. Après un petit déjeuner somptueux qu'elle mangea à peine, elle s'habilla avec les nouveaux vêtements achetés pour elle, une simple robe d'été griffée dont le prix aurait pu payer plusieurs mois de son ancien loyer. Puis elle sortit explorer l'hôtel, consciente des regards curieux qui la suivaient. La nouvelle de son mariage avec Alexandre s'était répandue comme une traînée de poudre, et elle était désormais un objet de curiosité pour le personnel comme pour les clients fortunés de l'établissement. « Madame Dufresne », l'interpella le concierge alors qu'elle traversait le hall. « Un paquet est arrivé pour vous. » Le paquet contenait un téléphone dernier cri, déjà configuré avec un nouveau numéro. À peine l'eut-elle allumé qu'un message s'afficha. « Pour que nous puissions rester en contact. Les numéros importants sont déjà enregistrés. » Ah, Camille parcourut les contacts. Alexandre, bien sûr, mais aussi Martine, la gouvernante, le chauffeur personnel d'Alexandre, son assistant, son médecin personnel et même, elle en fut surprise, Maximilien, le meilleur ami et rival de son mari. À 13 heures précises, elle se présenta au restaurant de l'hôtel, un établissement étoilé avec vue sur la mer. Alexandre l'attendait, discutant avec le maître d'hôtel comme s'ils étaient de vieux amis. « Ah, la voilà !» dit-il en la voyant approcher. Son regard la parcourut rapidement, évaluateur, mais pas déplaisant. « Tu es ponctuel, j'apprécie. J'ai été femme de chambre pendant 3 ans, répondit Camille avec une pointe d'ironie. La ponctualité est une seconde nature. Alexandre sourit, visiblement amusé par sa répartie. Touché. Allons déjeuner, j'ai une faim de loup. Une fois installés à leur table, la meilleure de l'établissement naturellement, Alexandre aborda directement le sujet qui, manifestement, le préoccupait. Nous devons parler de notre dynamique publique, dit-il en dépliant sa serviette. Les gens vont nous observer, chercher des failles, des indices que notre mariage n'est qu'une mascarade. N'est-ce pas exactement ce qu'il est ? Demanda Camille, arquant un sourcil. Bien sûr, mais personne ne doit le savoir, hormis nous et quelques personnes triées sur le volet. Il se pencha légèrement vers elle. Maximilien a parié que notre mariage ne tiendrait pas 1 an. Je compte bien lui prouver le contraire. Tu sembles très déterminé à gagner contre lui. Toujours. Le regard d'Alexandre s'assombrit brièvement. Maximilien et moi avons une longue histoire de compétition. Pourquoi ? Alexandre haussa les épaules. C'est ainsi depuis Sciences Po. Nous excellons dans les mêmes domaines, nous convoitons les mêmes choses. C'est stimulant. Camille n'était pas dupe. Il y avait plus que de la simple rivalité entre ces 2 hommes, mais elle décida de ne pas insister pour le moment. Donc, tu veux que nous jouions les amoureux en public ? Exactement. Pas besoin d'en faire trop. Les démonstrations excessives éveilleraient les soupçons. Juste l'aisance d'un couple qui s'apprécie et se respecte. Je peux faire ça, acquiesça Camille. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce si important pour toi de maintenir cette illusion ? Ce n'est qu'un pari après tout. Alexandre la regarda comme si elle venait de dire quelque chose de particulièrement naïf. Camille, dans mon monde, l'apparence est tout. Si les gens découvraient que j'ai épousé ma femme de chambre pour un pari, ce serait embarrassant. Pour toi ou pour moi ? Pour nous deux. Tu crois que tu apprécierais d'être connue uniquement comme la domestique qui a été achetée pour 10 millions ? Camille encaissa le coup. Je vois. Donc c'est aussi pour me protéger ? Un sourire énigmatique joua sur les lèvres d'Alexandre. Disons que nos intérêts sont alignés sur ce point. Le déjeuner se poursuivit, Alexandre lui exposant les détails pratiques de leur nouvelle vie commune. Il partagerait son penthouse à Monaco, mais aussi ses propriétés à Paris, New York et dans les Hamptons, selon un calendrier qu'il avait déjà planifié. Camille aurait accès à tous les privilèges de son statut de Madame Dufresne,
mais devrait également assumer certaines responsabilités sociales. Des galas de charité principalement, expliqua Alexandre. Quelques dîners d'affaires importants. Rien de trop éprouvant. Et quand rencontrerai-je ta famille? Demanda Camille, réalisant soudain qu'aucun parent d'Alexandre n'avait assisté à leur mariage. Une ombre passa sur le visage d'Alexandre. Ma mère est décédée il y a 15 ans. Mon père vit reclus dans notre domaine familial en Bourgogne. Nous ne sommes pas proches. Je suis désolé pour ta mère, dit sincèrement Camille. C'était il y a longtemps. Son ton était définitif, coupant court à toute exploration de ce sujet. Ils terminèrent leur repas en discutant des événements à venir dans les prochaines semaines, un gala à Monaco ce week-end, puis un voyage à New York pour une série de réunions d'affaires qu'Alexandre ne pouvait reporter. « Je peux rester ici pendant que tu vas à New York », proposa Camille. « Ça te simplifierait la vie. »« Hors de question », répondit immédiatement Alexandre. « Un couple fraîchement marié qui se sépare pour un voyage d'affaires, cela éveillerait immédiatement les soupçons. Tu as vraiment pensé à tout, n'est-ce pas ? C'est ainsi que j'ai bâti ma fortune, Camille, en anticipant toutes les variables. » Alors qu'ils quittèrent le restaurant, Alexandre posa naturellement sa main dans le bas du dos de Camille, un geste intime mais respectable qui fit naître d'étranges frissons le long de sa colonne vertébrale. « Tu vois » murmura-t-il à son oreille. « Ce n'est pas si difficile de jouer le jeu. » Dans le hall, ils croisèrent un couple de riches industriels qu'Alexandre semblait connaître. Les présentations furent faites, et Camille se surprit à jouer parfaitement son rôle, souriant avec une assurance qu'elle ne ressentait pas, répondant aux questions polies avec un détachement élégant qui semblait impressionner Alexandre. « Tu es doué » lui dit-il une fois seul dans l'ascenseur. « Presque trop doué. On pourrait croire que tu as fait ça toute ta vie. J'ai passé 3 ans à observer. Les riches et leurs manières, » répondit Camille. « C'est étonnant ce qu'on peut apprendre en étant invisible. » Alexandre la considéra avec un intérêt nouveau. « Tu n'es plus invisible maintenant, Camille. Au contraire, tous les regards sont braqués sur toi. Comment te sens-tu ? » ?»« Exposée, » admit-elle, « mais pas aussi mal à l'aise que je l'aurais cru. Tu t'adapteras vite. Les humains sont remarquablement adaptables. » De retour dans leur suite, Alexandre annonça qu'il avait encore des appels, d'affaires à passer, et s'enferma dans son bureau improvisé. Camille se retrouva seule, contemplant sa nouvelle réalité avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle décida finalement d'utiliser la carte bancaire qu'Alexandre lui avait donnée, ne serait-ce que pour tester ses limites. Elle descendit à la boutique de l'hôtel et acheta un simple foulard en soie, un achat modeste comparé à ce qu'elle aurait pu choisir, mais qui représentait tout de même presque 1 mois de son ancien salaire. « Madame Dufresne », la salua la vendeuse avec déférence. « Souhaitez-vous que nous fassions livrer votre achat à votre suite ?»« Non, merci, je vais le prendre maintenant », répondit Camille, encore peu habituée à ce nouveau traitement. De retour dans la suite, elle trouva Alexandre qui l'attendait, un verre à la main. « Première utilisation de la carte ?» demanda-t-il en remarquant le petit sac de la boutique. « Un test », admit Camille. « Un test réussi, j'espère. La transaction est passée, si c'est ce que tu demandes. » Alexandre sourit. « Tu sais, la plupart des femmes dans ta position auraient déjà dévalisé les boutiques de la Croisette. »« Je ne suis pas la plupart des femmes, » répondit simplement Camille. « Non, en effet. » Il la regarda avec une intensité troublante. « C'est précisément ce qui rend cette situation intéressante. » Un silence s'installa entre eux, chargé d'une tension indéfinissable. Puis Alexandre consulta sa montre. « Nous sommes invités à dîner ce soir. » Chez Maximilien, ironiquement. « Vraiment ? Il nous invite alors qu'il a parié contre notre mariage ? Max aime jouer sur tous les tableaux. Et puis, ajouta Alexandre avec un sourire carnassier, il veut probablement t'évaluer de plus près, comprendre pourquoi j'ai choisi précisément toi. Mais tu ne m'as pas choisi, rappela Camille. C'est le hasard qui m'a fait entrer dans cette pièce à ce moment précis. Alexandre la fixa un long moment. Peut-être, ou peut-être que le hasard n'existe pas. Sur ces paroles, énigmatiques, il se dirigea vers sa chambre pour se préparer, laissant Camille perplexe et légèrement troublée. Le dîner chez Maximilien s'avéra être une épreuve plus délicate que prévu. Sa villa sur les hauteurs de Monaco était un chef-d'œuvre d'architecture contemporaine, tout en verre et en angles audacieux. Une douzaine d'invités triés sur le volet étaient y présents, principalement des couples fortunés, quelques célébrités discrètes, et une femme magnifique qui semblait être la compagne actuelle de Maximilien. Dès leur arrivée, Camille sentit les regards évaluateurs se poser sur elle,
Elle était l'intruse, l'anomalie, celle qui avait réussi à capturer l'un des célibataires les plus convoités du Gotha international. « Alexandre, mon ami !» Maximilien les accueillit avec une effusion qui semblait presque sincère. Il embrassa Camille sur les 2 joues, s'attardant légèrement, plus que nécessaire. « Et la ravissante Madame Dufresne. Quel plaisir de vous recevoir pour votre premier dîner officiel en tant que couple marié. Merci de nous accueillir, » répondit poliment Camille, consciente du regard d'Alexandre qui ne la quittait pas. Comment résister? Maximilien sourit, révélant des dents parfaites. L'union la plus inattendue de l'année méritait bien une petite célébration. Le dîner fut exquis, le vin parfaitement choisi, la conversation brillante mais parsemée de piques subtiles. Maximilien excellait à poser des questions apparemment innocentes, mais conçues pour mettre Camille mal à l'aise. « Alors Camille, comment trouve-t-on sa place dans ce monde quand on y entre si brusquement ?» demanda-t-il à un moment, sous couvert de simple curiosité. « Avec humilité et observation », répondit calmement Camille, refusant de se laisser déstabiliser. Comme dans tout nouvel environnement. Fascinant. Et toi, Alexandre, qu'est-ce qui t'a séduit chez Camille? Outre ses compétences domestiques, un silence gêné s'abattit sur la table. Alexandre, loin de paraître offensé, sourit avec une tranquillité inquiétante. Sa capacité à voir à travers les apparences, Max. Il prit la main de Camille sur la table, un geste possessif et protecteur à la fois. Une qualité rare dans notre milieu, tu ne trouves pas? Maximilien leva son verre en signe de concession. Touché, mon ami. Plus tard dans la soirée, alors que les invités se dispersaient dans le jardin pour prendre le café, Maximilien entraîna Camille à l'écart. Il joue bien son rôle, n'est-ce pas? Dit-il à voix basse. Pardon? Alexandre, le mari attentionné, le chevalier servant. Maximilien secoua la tête. Ne te méprends pas, Camille. Je te trouve remarquable, mais je connais Alexandre mieux que personne. Et il n'est pas celui que tu crois. Derrière le charme et l'assurance se cache un homme complexe. Tu essaies de m'effrayer? Demanda Camille, soutenant son regard. Je te mets en garde. Par amitié pour Alexandre, étrangement. Il hésita. Tu n'es pas la première, tu sais. La première quoi? La première qu'il épouse sur un coup de tête. Cette révélation frappa Camille comme un coup physique. Que veux-tu dire? Demande-lui, suggéra Maximilien avec un sourire énigmatique. Demande-lui ce qui est arrivé à Élise. Avant qu'elle puisse l'interroger davantage, Alexandre les rejoignit, passant un bras possessif autour de la taille de Camille. « J'espère que Max ne t'ennuie pas trop avec ses théories du complot, » dit-il légèrement, mais son regard était acéré. « Nous parlions justement d'Élise, » répondit Maximilien, observant attentivement la réaction d'Alexandre. Le visage de ce dernier se ferma instantanément. Un sujet de conversation charmant pour un dîner, vraiment. Camille ne devrait-elle pas savoir? Savoir quoi? Intervint Camille, troublé par la tension soudaine entre les 2 hommes. Rien qui te concerne, trancha Alexandre. Sa main sur la taille de Camille s'était crispée. Nous devrions y... Allez, il se fait tard. Le trajet du retour se fit dans un silence pesant. Ce n'est qu'une fois dans l'ascenseur de l'hôtel que Camille osa poser la question qui lui brûlait les lèvres. Qui est Élise? Alexandre se raidit visiblement. Une erreur de jeunesse. Tu l'as épousée. Un rire sans joie échappa à Alexandre. Maximilien aurait dû être romancier. Il a toujours eu le sens du drame. Il fixa Camille. Élise était ma fiancée, il y a longtemps. Nous ne nous sommes jamais mariés. Que s'est-il passé? Elle est partie. Son ton était définitif. Fin de l'histoire. L'ascenseur atteignit leur étage et Alexandre sortit rapidement, mettant physiquement fin à la conversation. Mais Camille n'était pas dupe. Il y avait plus dans cette histoire et le comportement d'Alexandre ne faisait que piquer sa curiosité. Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait pour le coucher, son téléphone vibra. Un message de Maximilien. La vérité a plusieurs visages. Méfie-toi du masque qu'il te montre. Camille fixa l'écran, partagé entre l'agacement face à ces avertissements cryptiques et une inquiétude grandissante. Dans quelle toile s'était-elle laissée prendre? De l'autre côté du mur, elle entendait Alexandre parler au téléphone, sa voix trop basse pour qu'elle puisse distinguer les mots. Une chose était certaine, le milliardaire qui l'avait épousée sur un défi cachait des secrets bien plus sombres qu'elle ne l'avait imaginé. Et la nuit de noces, qu'il n'avait pas vraiment... n'était que le prélude à une révélation qui, elle le pressentait, changerait tout. Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine étrange.
un simulacre de vie conjugale où chacun jouait un rôle soigneusement défini. En public, ils formaient un couple idéal. Alexandre attentionné et fier, Camille élégante et discrète. En privé, ils vivaient comme des étrangers, partageant un espace commun, se croisant dans les couloirs avec une politesse distante. Une semaine après leur mariage, ils s'envolèrent pour New York dans le jet privé d'Alexandre. Camille, qui n'avait jamais quitté l'Europe, contemplait le luxe de l'appareil avec un émerveillement qu'elle tentait de dissimuler. « Première fois en jet privé ?» demanda Alexandre, amusé par sa tentative de paraître blasé. « Est-ce si évident ? Tes yeux te trahissent. Ils s'attardent une seconde de trop sur chaque détail. » Il se servit un verre de scotch. C'est rafraîchissant d'une certaine façon. La plupart des gens dans mon entourage prétendent que rien ne les impressionne. Je pourrais faire semblant si tu préfères, offrit Camille avec une pointe d'ironie. Non, Alexandre l'a surpris par son sérieux soudain. Ne fais jamais ça. L'authenticité est trop rare pour être gaspillée. Le vol se déroula paisiblement. Camille plongeait dans un livre tandis qu'Alexandre travaillait sur son ordinateur. Une forme de camaraderie silencieuse s'établit entre eux, confortable dans sa simplicité. New York les accueillit sous un ciel gris d'automne, la skyline de Manhattan se découpant majestueusement à travers les nuages bas. Une limousine les attendait sur le tarmac pour les conduire directement au penthouse d'Alexandre sur Park Avenue. « Tu as un appartement dans chaque grande ville du monde ?» demanda Camille, alors qu'ils s'installaient dans la voiture. « Seulement dans celle où je fais régulièrement des affaires, » répondit Alexandre. « New York, Londres, Tokyo, Dubaï, Shanghai. Cela ne te semble jamais excessif ?» Alexandre la regarda avec curiosité. « Excessif ? C'est fonctionnel. Chaque propriété est un investissement et une commodité. Mais tu ne te sens jamais perdu, sans véritable foyer ?» Quelque chose vacilla dans le regard d'Alexandre, une vulnérabilité fugace rapidement masquée. « Le concept de foyer est surévalué, Camille. Ce sont des attaches qui limitent la liberté, ou des racines qui donnent de la stabilité, » contra-t-elle doucement. Alexandre ne répondit pas, se tournant vers la fenêtre, teinté pour observer la ville qui défilait. Camille se demanda si elle avait touché une corde sensible, une fissure dans l'armure impénétrable du milliardaire. Le penthouse de New York était différent de celui de Monaco. Plus moderne, plus minimaliste, avec des lignes épurées et une vue spectaculaire sur Central Park. Un personnel discret les accueillit, prenant en charge leurs bagages et leur proposant des rafraîchissements. « Ta chambre est au bout du couloir à droite », indiqua Alexandre. « La mienne est à l'opposé. Tu as ta propre salle de bain, ton dressing et un petit salon privé. Installe-toi, repose-toi. Nous avons un dîner ce soir avec des partenaires d'affaires. » Laissée à elle-même, Camille explora sa nouvelle demeure temporaire. Sa chambre était en réalité une suite plus grande que l'appartement entier qu'elle occupait avant de travailler pour Alexandre. Le dressing était déjà rempli de vêtements à sa taille, tous portant les étiquettes des créateurs les plus prestigieux. Sur la coiffeuse, une parure de bijoux en diamant et saphir l'attendait, accompagnée d'une simple note. « Pour ce soir. » Ah, Camille effleura les pierres précieuses du bout des doigts, se demandant combien de vies de son ancien salaire elle représentait. Cette opulence la mettait mal à l'aise, non par austérité morale, mais par son caractère impersonnel. Ces cadeaux n'étaient pas pour elle, Camille Leroux, mais pour le personnage qu'elle incarnait désormais, Madame Dufresne, l'épouse, trophée du milliardaire. Après une douche revitalisante, elle s'allongea sur le lit king size, laissant son esprit vagabonder. Les paroles énigmatiques de Maximilien concernant Élise la hantaient. Qui était cette femme qui avait marqué Alexandre au point que la simple mention de son nom puisse transformer son expression? Une impulsion soudaine la poussa à prendre son téléphone et à taper « Élise Alexandre Dufresne » dans le moteur de recherche. Les résultats furent étonnamment maigres pour un homme aussi médiatisé qu'Alexandre. Quelques photos floues d'un gala de charité datant de 8 ans, montrant Alexandre aux côtés d'une femme blonde élégante dont le visage était partiellement caché. Un article mondain mentionnant brièvement leur fiançailles discrète. Puis plus rien, comme si Élise avait été soigneusement effacée de l'existence publique d'Alexandre. Le mystère s'épaississait, et avec lui, la curiosité de Camille. Elle songea à interroger directement Alexandre, mais quelque chose lui disait que cette approche ne mènerait nulle part. Il lui faudrait être plus subtil. Le dîner d'affaires se déroula dans un restaurant étoilé de Manhattan, dans une salle privée aux lumières tamisées. Les partenaires d'Alexandre, un investisseur japonais et sa femme,
un couple d'entrepreneurs technologiques californiens, les accueillirent avec une curiosité polie, visiblement intrigués par ce mariage surprise qui avait fait les gros titres des gazettes mondaines. « Comment vous... êtes-vous rencontrés ?» demanda Madame Tanaka, l'épouse de l'investisseur japonais avec un sourire bienveillant. Camille se figea intérieurement. Il n'avait pas préparé cette histoire, une omission surprenante de la part d'Alexandre qui pensait habituellement à tout. « C'est une histoire assez peu conventionnelle », intervint Alexandre, posant sa main sur celle de Camille avec une affection calculée. Camille travaillait pour moi. « Oh, comme votre assistante », suggéra Madame Tanaka. « Comme ma femme de chambre, en fait », répondit Alexandre avec une désinvolture étudiée. Un silence stupéfait accueillit cette révélation. Camille sentit la chaleur envahir son visage, non pas de honte, mais de choc face à la franchise d'Alexandre. « Alexandre adore choquer », expliqua-t-elle avec un sourire forcé. « J'étais effectivement employé dans sa maison, mais nous nous sommes vraiment rencontrés lors d'un gala de charité où j'accompagnais ma cousine qui travaille dans une fondation. » Alexandre, lui, lança un regard surpris, puis admiratif. Le mensonge était lisse, crédible, et préservait les apparences tout en restant proche de la vérité. « Camille m'a remis à ma place ce soir-là, » poursuivit-il, rentrant dans son jeu avec une aisance remarquable. Elle a critiqué ouvertement ma stratégie philanthropique, la qualifiant de « Comment avais-tu dit, chérie ?»« Superficielle et fiscalement motivée, je crois, » répondit Camille, avec un sourire espiègle. Les invités éclatèrent de rire, charmés par cette histoire d'une employée courageuse conquérant le cœur du milliardaire par son franc-parler. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère détendue, Camille et Alexandre perfectionnant leur récit improvisé avec une synchronisation étonnante, comme s'ils avaient répété cette histoire pendant des années. Sur le chemin du retour, dans la limousine qui les ramenait au penthouse, un silence confortable s'installa entre eux. « Tu as été brillante », dit finalement Alexandre. Cette histoire de gala de charité s'était inspirée. J'ai pensé que ça sonnerait mieux que la vérité. Qui est que je t'ai acheté pour un pari? Il sourit, mais son regard restait sérieux. Tu as raison, bien sûr, mais tu m'as surpris. Je m'attendais à ce que tu sois plus gauche, intimidé, déplacé, mal à l'aise, corrigea-t-il. Tu navigues dans ce monde comme si tu y étais né. Camille haussa les épaules. J'observe, j'apprends, je m'adapte. Une véritable caméléone sociale, murmura Alexandre, plus pour lui-même que pour elle. Fascinant. De retour au penthouse, alors qu'ils se dirigèrent vers leurs chambres respectives, Camille s'arrêta devant la porte d'Alexandre. « Puis-je te poser une question ?»« Tu viens de le faire, » répondit-il avec un demi-sourire. « Une autre, alors. Je t'écoute. Pourquoi as-tu révélé que j'étais ta femme de chambre? Tu aurais pu inventer n'importe quelle histoire. » Alexandre la considéra longuement avant de répondre. « Peut-être parce que je voulais voir comment tu réagirais. Ou peut-être, ajouta-t-il avec une lueur indéchiffrable dans le regard, parce que je savais que tu transformerais cette vérité embarrassante en quelque chose d'élégant. Tu me testais? Je t'évaluais, corrigea-t-il, et tu as dépassé mes attentes. » Sur ces mots énigmatiques, il lui souhaita bonne nuit et disparut dans sa chambre, laissant Camille perplexe face à cette nouvelle facette d'Alexandre. Un homme qui semblait jouer un jeu dont elle ne comprenait pas toutes les règles. Les jours suivants à New York s'enchaînèrent dans un tourbillon d'activités. Alexandre avait des réunions d'affaires pendant la journée, tandis que Camille explorait la ville, d'abord timidement, puis avec une assurance croissante. Les soirs, ils assistaient ensemble à des dîners, des premières théâtrales, des vernissages, chaque apparition publique soigneusement chorégraphiée pour renforcer l'image du couple heureux et amoureux. À la fin de leur séjour new-yorkais, Camille réalisa avec surprise qu'elle commençait à apprécier la compagnie d'Alexandre. Sous son apparence froide et calculatrice se cachait un homme d'une intelligence acérée, avec un humour sec qui la faisait souvent rire malgré elle. Il pouvait se montrer attentif, lui expliquant patiemment les subtilités du monde des affaires qu'elle découvrait, sans jamais la traiter avec condescendance. Mais il demeurait une énigme. Parfois, au milieu d'une conversation, son regard se perdait dans le vide, comme hanté par des souvenirs qu'il refusait de partager. Il recevait régulièrement des appels téléphoniques qu'il prenait en privé, s'enfermant dans son bureau pendant de longues minutes. Et surtout, il maintenait cette distance physique et émotionnelle qui rappelait constamment à Camille la nature transactionnelle de leur relation.
Le dernier soir à New York, alors qu'ils préparaient leurs bagages pour rentrer à Monaco, Camille reçut un appel de la clinique suisse où sa mère était soignée. « Madame Dufresne ?» La voix au bout du fil était professionnelle mais chaleureuse. « Je suis le docteur Keller, neurologue en charge de votre mère. »« Comment va-t-elle » demanda immédiatement Camille, s'asseyant sur le bord de son lit. « Remarquablement bien, compte tenu des circonstances. Le nouveau traitement expérimental semble prometteur. Nous observons une amélioration de sa motricité fine et une stabilisation des tremblements. » Camille ferma les yeux, submergée par le soulagement. « C'est une excellente nouvelle. Votre mari a insisté pour qu'elle reçoive ce traitement dès son arrivée, bien qu'il soit normalement réservé aux patients participant à l'essai clinique depuis plusieurs mois. »« Mon mari ?» Camille fut surprise qu'Alexandre se soit personnellement impliqué. « Oui, monsieur Dufresne a été très persuasif. » Le médecin eut un petit rire. « Il a également fait un don conséquent à notre département de recherche. Votre mère est entre de bonnes mains, madame Dufresne. Nous vous enverrons des rapports hebdomadaires sur son évolution. » Après avoir raccroché, Camille resta immobile, digérant cette information inattendue. Alexandre avait fait plus que simplement payer pour les soins de sa mère. Il s'était assuré qu'elle reçoive le meilleur traitement possible, allant jusqu'à faire un don pour faciliter son admission dans un protocole expérimental. Pourquoi se donner tant de mal? Leur accord stipulait que sa mère serait soignée dans un bon établissement, rien de plus. Ce geste dépassait largement les termes de leur contrat. Troublée et émue à la fois, Camille termina sa valise puis se dirigea vers le salon où Alexandre travaillait sur son ordinateur portable. « La clinique vient d'appeler », dit-elle sans préambule. « À propos de ma mère. » Alexandre leva les yeux de son écran, son expression indéchiffrable. « Un problème ? Au contraire, elle répond bien au traitement expérimental que tu as arrangé pour elle. » Il hocha simplement la tête, retournant à son travail, comme si ce sujet était clos. « Pourquoi as-tu fait ça ?» insista Camille. « Fais quoi? Tu sais très bien. Le don à la clinique, le traitement expérimental, tu es allé bien au-delà de notre accord. » Alexandre soupira, fermant son ordinateur. « Ton dossier mentionnait la maladie de ta mère. J'ai des contacts dans le milieu médical. Un coup de fil, quelques signatures électroniques. C'était simple. Ce n'est pas ce que je demande, et tu le sais. » Il la regarda enfin, ses yeux gris reflétant une émotion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Ma propre mère est morte d'une maladie neurodégénérative. Les meilleurs médecins du monde n'ont rien pu faire. Sa voix était calme, factuelle, mais Camille percevait la douleur sous-jacente. Si ce traitement peut aider ta mère, pourquoi ne pas l'essayer? Camille fut touchée par cette rare vulnérabilité. Je suis désolé pour ta mère. C'était il y a longtemps, répéta-t-il. La même phrase qu'il avait utilisée lors de leur déjeuner à Monaco. Merci, dit simplement Camille. Vraiment. Alexandre acquiesça brièvement, visiblement mal à l'aise face à sa gratitude. Nous devrions dormir. Le jet décolle tôt demain. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Camille repensa à cet échange. Derrière le masque d'indifférence calculée, Alexandre avait montré une facette inattendue, celle d'un homme capable d'empathie, marqué par son propre passé douloureux. Cette révélation rendait son mystère encore plus intrigant. Le lendemain, ils retournèrent à Monaco. À peine arrivé au Penthouse, Alexandre annonça qu'il devait se rendre immédiatement à Paris pour une affaire urgente. « Tu peux m'accompagner ou rester ici comme tu préfères », dit-il en rangeant quelques dossiers dans sa mallette. « Je croyais que nous devions toujours apparaître ensemble en public », s'étonna Camille. « C'est différent. Je serai en réunion fermée pendant 2 jours entiers. Personne ne remarquera ton absence. » Camille hésita. D'un côté, elle appréciait l'idée de disposer de temps pour elle, pour digérer tout ce qui s'était passé depuis son mariage improbable. De l'autre, l'absence d'Alexandre lui offrait une opportunité d'explorer le Penthouse à la recherche d'indices sur le mystérieux passé de son mari. « Je vais rester », décida-t-elle. « J'ai besoin de me reposer après New York. » Alexandre acquiesça, semblant presque soulagé. « Martine sera là si tu as besoin de quoi que ce soit. Je reviendrai après-demain soir. » Après son départ, Camille attendit que la gouvernante termine ses tâches et quitte l'appartement. Une fois seule, elle commença son exploration. Le Penthouse était immense, avec plusieurs pièces qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de visiter, même lorsqu'elle y travaillait comme femme de chambre. Le bureau principal d'Alexandre était verrouillé, bien sûr, mais il y avait une bibliothèque adjacente qui contenait non seulement des livres, mais aussi des archives et des albums photos. Camille parcourait les étagères,
lorsqu'elle remarqua un volume élégamment relié, différent des autres. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il s'agissait d'un album de photos personnelles, une rareté dans ce monde numérique, et plus encore pour quelqu'un d'aussi distant qu'Alexandre. Les premières pages montraient un jeune Alexandre à Sciences Po, souvent aux côtés de Maximilien, tous deux affichant cette assurance juvénile des jeunes hommes, privilégiés promis à un brillant avenir. Puis venaient des photos de voyage, de soirées mondaines, le visage d'Alexandre vieillissant légèrement au fil des pages, son sourire se faisant plus rare, plus mesuré. Et puis, elle la vit. Sur une photo prise sur un yacht, Alexandre, plus jeune d'une dizaine d'années, enlaçait une femme blonde à la beauté éthérée. Élise, sans aucun doute. Il semblait heureux, détendu, un Alexandre que Camille n'avait jamais vu, les yeux brillants d'une joie sans réserve. Elle tourna la page, s'attendant à trouver d'autres clichés du couple, mais il y avait un vide. Plusieurs pages avaient été arrachées, laissant des traces de papier déchirées le long de la reliure. Intriguée, Camille continua à feuilleter l'album. Après les pages manquantes, les photos reprenaient, mais Alexandre y apparaissait changé, plus dur, plus fermé, souvent seul ou dans des contextes strictement professionnels. Plus aucune trace d'Élise. Que s'était-il passé? Pourquoi ces pages avaient-elles été arrachées? Et pourquoi Alexandre gardait-il cet album alors qu'il semblait avoir effacé toute autre trace de cette femme dans sa vie? Le téléphone de Camille vibra, la faisant sursauter. Un message de Maximilien. Toujours intéressé? Par la vérité, retrouve-moi demain, 15h, au Café de Paris. Camille fixa l'écran partagé. Maximilien semblait prendre un plaisir pervers à semer le trouble entre elle et Alexandre. Mais il détenait visiblement des informations qu'elle ne pourrait obtenir autrement. Après une nuit d'hésitation, elle décida d'accepter le rendez-vous. Elle devait comprendre dans quelle histoire elle s'était engagée, pour sa propre protection, mais aussi parce qu'une curiosité irrépressible la poussait à percer le mystère d'Alexandre Dufresne. Le Café de Paris, situé sur la place du Casino à Monaco, était un lieu emblématique où se croisaient touristes fortunés et habitants de la principauté. Camille arriva délibérément en retard à 15h15, ne voulant pas montrer trop d'empressement. Maximilien l'attendait à une table en terrasse, lunettes de soleil sur le nez, malgré le ciel couvert d'automne. Il se leva pour l'accueillir, déposant un baiser sur chaque joue avec une familiarité qui la mit mal à l'aise. « Madame Dufresne, quel plaisir !» dit-il avec ce sourire qui ne semblait jamais atteindre ses yeux. « J'étais presque sûr que tu ne viendrais pas. » « La curiosité l'a emporté, » admit Camille en prenant place. « La curiosité... » Maximilien fit tourner son verre de vin entre ses doigts. « Un trait que tu partages avec Élise, curieusement. Est-ce pour me parler d'elle que tu m'as invité ? Direct. J'apprécie. » Il se pencha légèrement vers elle. « Oui et non. Je voulais te voir te parler, comprendre ce qu'Alexandre a vu en toi. À part une opportunité de gagner son pari contre toi, répliqua Camille avec une pointe d'amertume. Maximilien éclata de rire. « Oh, ce fameux pari. Tu y crois vraiment ?» Camille se figea. « Que veux-tu dire ? Alexandre t'a dit qu'il t'avait épousée à cause d'un pari que j'avais lancé, c'est ça ? C'est la vérité, non ?» Maximilien la fixa intensément, semblant savourer son trouble. « La vérité est rarement simple avec Alexandre. Disons simplement que ce pari arrangeait bien ses affaires. Explique-toi, exigea Camille, sentant son cœur s'accélérer. Tout en temps voulu. Il fit signe au serveur. « Que prends-tu »« Rien. Je veux des réponses, Maximilien. Et tu les auras. Mais d'abord parlons d'Élise. » Camille se résigna, comprenant qu'elle devrait jouer selon ses règles pour obtenir les informations qu'elle cherchait. « D'accord. Qui était Élise ?»« L'amour de la vie. »« D'Alexandre, » répondit Maximilien sans hésitation. Ils se sont rencontrés à Gstad, pendant des vacances de ski. Elle était instructrice, fille d'un hôtelier local. Belle, naturelle, authentique. Tout ce qu'Alexandre n'avait jamais connu dans son monde d'apparences et de calculs. Ils étaient fiancés ? Oui, pendant près d'1 an. Alexandre était transformé, plus heureux que je ne l'avais jamais vu. Il parlait de quitter les affaires, de vivre une vie plus simple. Maximilien eut un sourire, nostalgique. C'était à la fois touchant et profondément irritant, pour être honnête. Que s'est-il passé ? Le visage de Maximilien s'assombrit. Un accident, la veille de leur mariage. Camille sentit un frisson la parcourir. Quel genre d'accident ? Le genre qui change une vie à jamais. Maximilien but une gorgée de vin, prenant son temps. Ils étaient sur le yacht d'Alexandre pour une fête prénuptiale. Il y a eu une tempête soudaine.
Élise est tombée à l'eau. Quand ils l'ont retrouvée, il était trop tard. « Mon Dieu !» murmura Camille, horrifiée. « Elle est morte ?» Maximilien la fixa intensément. « C'est ce que tout le monde croit. Que veux-tu dire ?» Alexandre a déployé des moyens considérables pour étouffer l'affaire. Les invités ont signé des accords de confidentialité. La presse a reçu une version édulcorée de l'histoire. Un simple accident. Une tragédie malheureuse. Tu insinues quoi, exactement? Je n'insinue rien. Maximilien haussa les épaules. Je te raconte simplement ce que je sais et ce que je ne sais pas. Personne n'a vu le corps d'Élise. Les recherches ont été étrangement limitées. Et Alexandre, il secoua la tête. Alexandre a changé du jour au lendemain. Plus froid, plus calculateur, comme si une partie de lui était morte avec elle. Camille tentait d'assimiler ces révélations troublantes. Si tu es vraiment son ami, pourquoi me raconter tout ça? Parce que tu es en danger, Camille. En danger? De quoi? De subir le même sort. Il se pencha encore plus près, baissant la voix. Tu n'es pas la première, tu sais. Après Élise, il y a eu d'autres femmes. Jamais de mariage, mais des fiançailles, des relations sérieuses. Toutes ont disparu de sa vie aussi soudainement qu'elles y étaient entrées. Tu me fais peur exprès, accusa Camille, tout en sentant un malaise grandissant. Je te mets en garde. Alexandre est obsessionnel. Il cherche quelque chose ou quelqu'un qu'il ne trouvera jamais. Et ce pari? Tu as dit que ça arrangeait ses affaires. Qu'est-ce que ça signifie? Maximilien sourit, comme satisfait d'avoir capté toute son attention. Alexandre devait se marier avant la fin de l'année. Pourquoi? Son père, le vieux Dufresne, est mourant, atteint d'un cancer en phase terminale. Et il a modifié son testament. Maximilien semblait prendre un plaisir pervers à révéler ces informations. Alexandre doit être marié avant la mort de son père pour hériter de la totalité de la fortune familiale, plusieurs milliards, qui échapperaient autrement à son contrôle. Camille sentit son monde vaciller. « Tu mens. Pourquoi mentirais-je? Vérifie par toi-même. Demande-lui pourquoi il ne t'a jamais parlé de la clause matrimoniale du testament. Demande-lui pourquoi il devait absolument se marier maintenant. Si c'est vrai, pourquoi moi? Il aurait pu épouser n'importe quelle femme de la haute société. Ah, voilà la vraie question. » Maximilien sourit. « Peut-être parce qu'il te contrôle. Peut-être parce que, contrairement à une femme de son milieu, tu n'as pas de connexion, pas d'influence. Tu es jetable. » Ce dernier mot frappa Camille comme une gifle. « Je ne te crois pas, » dit-elle en se levant brusquement. « Tu essaies de me manipuler, pour des raisons que j'ignore, ou peut-être que j'essaie de te sauver. » Maximilien resta assis, imperturbable. « Une dernière chose, Camille, as-tu déjà vu la chambre verrouillée? »« Quelle chambre verrouillée ?» demanda Alexandre. « Ou mieux, trouve-la par toi-même, mais sois prudente. La curiosité a déjà coûté cher à d'autres avant toi. » Sur ces paroles énigmatiques, il lui fit un signe de tête, l'invitant clairement à partir. Camille s'éloigna d'un pas rapide, les pensées en ébullition et le cœur serré par un mélange de colère et d'inquiétude. De retour au Penthouse, elle passa le reste de la journée dans un état de confusion anxieuse. Les révélations de Maximilien semblaient absurdes, tirées d'un roman gothique. Et pourtant, certains éléments correspondaient aux zones d'ombre qu'elle avait déjà perçues chez Alexandre. Cette histoire de chambre verrouillée en particulier la troublait. Elle connaissait bien le Penthouse pour y avoir travaillé pendant 3 ans, mais elle réalisa qu'elle n'avait jamais eu accès à certaines zones. Il y avait notamment une aile entière du dernier étage qui restait toujours fermée, qu'Alexandre avait présentée comme un simple espace de stockage. Était-ce la fameuse chambre verrouillée? Et si oui, que pouvait-elle bien contenir? Camille se promit d'explorer cette zone dès que possible, tout en se demandant si elle n'était pas en train de tomber dans le piège tendu par Maximilien. Après tout, ses motivations restaient obscures. Était-il vraiment inquiet pour elle, ou cherchait-il simplement à saboter son mariage avec Alexandre pour gagner leur éternel jeu de rivalité? Le soir venu, elle ne parvenait toujours pas à trouver le sommeil, tourmentée par ces questions sans réponse. Un message d'Alexandre l'informa qu'il rentrerait le lendemain dans l'après-midi plus tôt que prévu. Cette nouvelle, au lieu de la rassurer, ne fit qu'accroître son anxiété. Devait-elle le confronter directement? Lui demander la vérité sur Élise, sur le testament de son père, sur cette mystérieuse chambre verrouillée? Ou devait-elle faire ses propres recherches d'abord, rassembler des preuves avant d'affronter celui qui était désormais son mari? Une chose était certaine, sa relation avec Alexandre venait de franchir un nouveau seuil. Ce qui avait commencé comme un simple arrangement financier
se transformait en quelque chose de bien plus complexe et potentiellement dangereux. Cette nuit-là, dans ses rêves agités, Camille se voyait tomber d'un yacht dans une mer déchaînée, tandis qu'Alexandre l'observait depuis le pont, son visage impassible disparaissant peu à peu dans la brume. Le lendemain matin, Camille se réveilla avec une résolution nouvelle. Avant le retour d'Alexandre, elle devait trouver cette chambre verrouillée et découvrir ce qu'elle contenait. C'était peut-être sa seule chance d'entrevoir la vérité derrière le masque de son énigmatique époux. Elle attendit que Martine termine ses tâches matinales et quitte le penthouse pour se rendre au marché. Puis, méthodiquement, elle commença à explorer l'aile interdite du dernier étage. Le couloir qui y menait était faiblement éclairé, contrastant avec la luminosité du reste de l'appartement. 3 portes s'y alignaient, toutes fermées. Camille essaya la première, une simple salle de sport inutilisée. La deuxième révéla une pièce remplie de cartons et de meubles sous des housses, confirmant l'explication d'Alexandre sur cet espace de stockage. La troisième porte, au bout du couloir, était différente, plus massive, dotée d'une serrure électronique nécessitant un code. Camille resta immobile devant elle, le cœur battant. C'était forcément la chambre dont parlait Maximilien. Sans code, elle ne pouvait l'ouvrir. Mais cette découverte confirmait au moins une partie des affirmations de Maximilien. Il y avait bien une pièce spécifiquement verrouillée dans le penthouse, une pièce dont Alexandre ne lui avait jamais parlé. Alors qu'elle s'apprêtait à rebrousser chemin, Camille remarqua quelque chose d'étrange. La gaine d'aération au-dessus de la porte semblait avoir été manipulée récemment. Les vis étaient légèrement desserrées, comme si quelqu'un l'avait ouverte puis refermée à la hâte. Poussée par une curiosité irrésistible, Camille chercha un escabeau dans la pièce de stockage voisine. Elle parvint à dévisser la grille d'aération et découvrit, stupéfaite, qu'elle pouvait voir l'intérieur de la pièce mystérieuse à travers le conduit. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. La pièce était aménagée comme une chambre à coucher, mais figée dans le temps, comme un musée ou un sanctuaire. Les meubles élégants, le lit à baldaquin, les rideaux de soie, tout évoquait un luxe délicat, féminin. Sur les murs, des photos encadrées montraient Élise, tantôt seule, tantôt avec Alexandre, leur visage rayonnant de bonheur. Sur la coiffeuse, des flacons de parfum, des bijoux, une brosse à cheveux avec quelques fils blonds encore pris dans les poils, comme si leur propriétaire venait juste de sortir et comptait revenir d'un instant à l'autre. Mais le plus troublant était le journal intime posé sur la table de chevet, ouvert à une page précise comme un objet de méditation quotidienne. Camille ne pouvait lire les mots de sa position, mais elle distinguait clairement la date inscrite en haut de la page. La veille du mariage prévu d'Élise et Alexandre, le jour de sa disparition. Un bruit soudain la fit sursauter. La porte d'entrée du penthouse qui s'ouvrait, puis la voix d'Alexandre appelant Martine. Il était rentré plus tôt que prévu. Dans sa précipitation, Camille faillit tomber de l'escabeau. Elle remit la grille d'aération en place tant bien que mal, rangea l'escabeau et tenta de reprendre contenance, le cœur battant à tout rompre. « Camille ?» La voix d'Alexandre se rapprochait. « Tu es là ?» Elle sortit rapidement dans le couloir principal, s'efforçant d'adopter une expression neutre. « Je suis là. Je visitais un peu. Je n'avais jamais vraiment exploré tout le penthouse avant. » Alexandre apparut à l'angle du couloir, la scrutant avec une intensité qui la fit frémir. Avait-il deviné? Pouvait-il lire sur son visage la découverte macabre qu'elle venait de faire? « Tu t'intéresses aux espaces de stockage ?» demanda-t-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Simple curiosité, » répondit Camille, s'efforçant de maintenir sa voix stable. « Comment s'est passé ton voyage à Paris ?»« Productif. » Il continua de l'observer comme s'il cherchait un indice sur son visage. « Tu as fait quoi pendant mon absence ?»« Pas grand-chose. Je me suis reposé, j'ai lu. Tu as vu quelqu'un ?» La question posée d'un ton désinvolte cachait mal une suspicion. Camille hésita une fraction de seconde. Devait-elle mentionner sa rencontre avec Maximilien? Mentir semblait risqué, mais la vérité ouvrirait une boîte de Pandore qu'elle n'était pas prête à affronter. « J'ai pris un café sur la place du casino, » dit-elle prudemment. « J'ai croisé ton ami Maximilien par hasard. » Le visage d'Alexandre se durcit imperceptiblement. « Vraiment? Quelle coïncidence. Monaco est petit. » « Et de quoi avez-vous parlé lors de cette rencontre fortuite ?» Camille soutint son regard. « De toi, principalement. Il semble très intéressé par notre mariage. » « Je parie qu'il l'est. » Alexandre s'approcha d'elle, envahissant subtilement son espace personnel. « Maximilien a toujours voulu ce qui m'appartient. » Ce choix de mots,
ce qui m'appartient, plutôt que celle, n'échappa pas à Camille. Elle était un objet, une possession dans l'esprit d'Alexandre. Méfie-toi de lui, Camille. Poursuivit Alexandre, sa voix soudain plus douce, presque intime. Maximilien est un manipulateur né. Il ment aussi naturellement qu'il respire. Pourquoi mentirait-il? Pour semer la discorde, pour te retourner contre moi, pour gagner, comme toujours. Alexandre effleura sa joue du bout des doigts, un geste tendre qui contrastait avec la dureté de son regard. Quoi qu'il t'ait dit, prends-le avec précaution. Camille frissonna malgré elle. Il m'a parlé d'Élise. La main d'Alexandre se figea sur sa joue. Bien sûr qu'il l'a fait. Est-ce vrai? L'accident sur le yacht? Sa disparition la veille de votre mariage? Alexandre laissa retomber sa main, son visage redevenant un masque impénétrable. Oui, mais je doute que la version de Maximilien soit exacte. Alors raconte-moi ta version. Un silence s'installa, lourd de non-dits. Pas maintenant, dit finalement Alexandre. Ce n'est ni le moment ni l'endroit. Quand, alors, tu gardes une chambre sanctuaire dédiée à ton ex-fiancé? Disparu. Et je ne devrais pas poser de questions. Dès que ces mots franchirent ses lèvres, Camille sut qu'elle avait commis une erreur. Le visage d'Alexandre se transforma, toute trace de chaleur disparaissant pour laisser place à une froideur menaçante. « Tu es entré dans cette pièce ?» Sa voix était dangereusement calme. « Non, » répondit honnêtement Camille. « Je n'ai pas pu ouvrir la porte, mais j'ai vu par la grille d'aération. » Alexandre ferma brièvement les yeux, comme pour contenir une émotion violente. Quand il les rouvrit, ils étaient d'une froideur polaire. « Cette pièce est privée, Camille. Mon passé m'appartient. Notre arrangement ne te donne pas le droit de fouiller dans ma vie. Ton passé pourrait me mettre en danger, » rétorqua Camille, trouvant un courage qu'elle ne se connaissait pas. « Si Maximilien dit vrai, Maximilien dit ce qui l'arrange, » explosa soudain Alexandre. « Il a toujours été jaloux d'Élise, de ce que nous partagions. Il voulait la détruire, nous. Détruire. » Cette explosion de colère si différente de son habituelle maîtrise choqua Camille. Pour la première fois, elle entrevoyait la profondeur de la douleur qui habitait Alexandre. « Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là » demanda-t-elle doucement. Alexandre la fixa longuement, comme s'il évaluait jusqu'où il pouvait se confier. Puis, avec un soupir de défaite, il murmura « Viens avec moi ». Il la conduisit jusqu'à la porte verrouillée, composa un code sur le clavier électronique et la porte s'ouvrit silencieusement. L'odeur qui s'en dégageait était étrange. Un mélange de parfums féminins et de papier ancien, comme si l'air avait été préservé pendant des années. C'était sa chambre, dit simplement Alexandre, restant sur le seuil. Je l'ai gardée exactement comme elle l'a laissée ce dernier matin. Camille entra lentement, ressentant l'étrange impression de violer un lieu sacré. De près, les détails qu'elle avait aperçus à travers la grille d'aération étaient encore plus troublants. Cette chambre n'était pas seulement un souvenir, c'était une obsession préservée comme un insecte dans l'ambre. « Pourquoi » demanda-t-elle à voix basse. « Parce que je n'ai jamais su avec certitude ce qui lui est arrivé » répondit Alexandre, la voix soudain vulnérable. « Son corps n'a jamais été retrouvé. Les recherches ont été abandonnées trop vite selon moi. J'ai engagé des détectives privés pendant des années, sans résultat. Tu penses qu'elle pourrait être vivante ?» Un éclair de douleur traversa le regard d'Alexandre. « Non, pas après tout ce temps. Mais je ne peux pas. Je n'arrive pas à tourner la page sans savoir. » Camille s'approcha du journal intime ouvert sur la table de chevet. « Et ça, tu le lis souvent ?»« Chaque année, à l'anniversaire de sa disparition. » Alexandre semblait soudain épuisé, comme si le poids de ce secret trop longtemps gardé l'écrasait enfin. Ce sont ses derniers mots écrits, sa dernière trace. Camille jeta un coup d'œil à la page ouverte et lut à voix haute « Demain, je deviendrai Madame Dufresne. Je devrais être la femme la plus heureuse du monde. Et pourtant... » Elle s'interrompit, troublée par la suite. « Et pourtant, cette sensation ne me quitte pas. Quelque chose ne va pas. Il y a des regards, des mots chuchotés. Alexandre a changé ces derniers jours. Et Max... » « Continue, » dit doucement Alexandre, bien qu'il semblât connaître ces mots par cœur. « Et Max ne cesse de m'avertir. Il dit qu'Alexandre cache quelque chose de terrible, que je devrais annuler le mariage, partir tant qu'il est encore temps. Je ne sais plus qui croire. Mon cœur me dit de faire confiance à l'homme que j'aime. Mais cette peur... » Camille leva les yeux vers Alexandre. « Elle avait peur de toi ?»« Non, » répondit-il fermement. « Elle avait peur de ce que Maximilien lui avait mis dans la tête. Il passait son temps à lui chuchoter des doutes, des insinuations. Comme il le fait avec moi maintenant, comprit Camille. Exactement.
Alexandre s'approcha du lit, effleurant l'oreiller d'un geste presque révérencieux. La nuit de sa disparition, nous nous étions disputés. À cause de Maximilien, encore une fois. Elle voulait reporter le mariage, prendre du temps pour réfléchir. J'étais furieux, blessé. Je suis allé me coucher dans une autre cabine. Quand la tempête s'est levée au milieu de la nuit, j'étais... Il s'interrompit, comme incapable de poursuivre. « Tu étais où ?» insista doucement Camille. « Avec Maximilien », admit Alexandre, son visage reflétant une honte ancienne, mais toujours vive. Il était venu me consoler avec une bouteille de whisky. Nous avons bu beaucoup. Je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, les cris retentissaient déjà. Élise était tombée à l'eau pendant la tempête. Personne ne l'avait vue tomber. Personne ne savait depuis combien de temps elle était dans l'eau. Camille sentit un frisson la parcourir. « Tu penses que Maximilien... » « Je ne sais pas, » coupa Alexandre. « Je n'ai jamais eu de preuves, juste des soupçons, des intuitions. Maximilien était obsédé par Élise depuis le premier jour. Il la voulait pour lui. Mais elle m'avait choisi, moi. » Une lueur de l'ancien Alexandre compétitif et possessif traversa son regard. Il n'a jamais supporté de perdre. Alors pourquoi restes-tu ami avec lui? Pourquoi le garder dans ta vie s'il a peut-être tué la femme que tu aimais? Alexandre eut un sourire sans joie. Garde tes amis près de toi et tes ennemis plus près encore. Je n'ai jamais cessé de l'observer, de le surveiller, espérant qu'un jour il commettrait une erreur, révélerait quelque chose. C'est malsain, murmura Camille. Sans doute, mais c'est ainsi que j'ai survécu à sa perte. Alexandre regarda autour de lui comme s'il redécouvrait la chambre sanctuaire avec un regard neuf. Cette pièce, ce n'est pas juste un mémorial. C'est un rappel de ce que j'ai perdu et de ce que je dois encore accomplir. La vengeance, la justice. Alexandre se tourna vers elle, son regard soudain perçant. Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai mise en garde contre Maximilien? Pourquoi je m'inquiète de vos rencontres? Camille acquiesça lentement, assimilant toutes ces révélations. Une question restait cependant sans réponse. Et le testament de ton père? La clause matrimoniale? Est-ce vrai aussi? Le visage d'Alexandre se figea, un instant, puis il soupira. Oui, mon père est effectivement mourant, et oui, il a modifié son testament il y a 2 ans, stipulant que je devais être marié pour hériter de la totalité de sa fortune. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Aurais-tu accepté si tu avais su que je t'épousais uniquement pour satisfaire une clause testamentaire? Tu m'as fait croire que c'était pour un pari. Un pari semblait moins calculateur. Alexandre eut un sourire sans joie. Ironiquement, Maximilien a vraiment parié que je ne me marierais pas avant la fin de l'année. Il connaît la clause du testament, bien sûr. Il espérait que je ne trouverais personne, que je perdrais mon héritage. Et que tu serais affaibli, vulnérable, comprit Camille. À sa merci. Exactement. Un silence s'installa entre eux, chargé de toutes ces révélations. Camille observait Alexandre, tentant de réconcilier ces nouvelles informations avec l'homme qu'elle croyait connaître. « Et maintenant » demanda-t-elle finalement. « Où cela nous mène-t-il » Alexandre la considéra longuement. « Cela dépend de toi. Notre contrat tient toujours. 1 an de mariage, puis tu repars avec tes 10 millions. Mais maintenant que tu connais la vérité, que tu as vu tout ça, il fit un geste englobant la chambre d'Élise, je comprendrais que tu veuilles partir immédiatement. Et ton héritage? Je trouverais une autre solution. » Camille fut surprise par cette réponse. « Tu renoncerais à des milliards pour me libérer de notre contrat. Je ne te forcerai jamais à rester dans une situation qui te met mal à l'aise, Camille. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Alexandre semblait complètement sincère, sans calcul apparent. L'argent est remplaçable, la paix d'esprit ne l'est pas. Cette vulnérabilité inattendue toucha Camille, plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Je ne sais pas quoi penser de tout ça, » dit-elle honnêtement. « J'ai besoin de temps. » Bien sûr, Alexandre hocha la tête, respectant sa demande. « Prends le temps qu'il te faut. » Ils quittèrent ensemble la chambre d'Élise, Alexandre verrouillant soigneusement la porte derrière eux. Alors qu'ils regagnaient les parties communes du penthouse, Camille sentait qu'un changement subtil s'était opéré entre eux, une forme d'honnêteté brutale qui, paradoxalement, créait une intimité qu'ils n'avaient jamais partagée auparavant. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, Camille repensait à tout ce qu'elle avait appris. Alexandre gardait une chambre sanctuaire dédiée à sa fiancée disparue. Il soupçonnait son meilleur ami d'être responsable de cette disparition, tout en maintenant une façade d'amitié pour mieux le surveiller. Il l'avait épousée non pour un simple pari,
mais pour satisfaire une clause testamentaire qui lui permettrait d'hériter de milliards. Et pourtant, il lui avait offert une porte de sortie, prête à renoncer à cet héritage si elle choisissait de partir. Qui était réellement Alexandre Dufresne, un manipulateur froid et calculateur ou un homme brisé par une tragédie, cherchant désespérément des réponses et une forme de rédemption? Et surtout, quelle était sa propre place dans cette histoire complexe? Était-elle simplement un pion dans le jeu d'échecs entre Alexandre et Maximilien, ou pouvait-elle devenir une actrice à part entière de ce drame, forgeant son propre destin? Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. La vérité, aussi partielle et troublante soit-elle, avait transformé leur arrangement contractuel en quelque chose de bien plus complexe. Et au cœur de cette complexité se trouvait une question que Camille n'osait pas encore se poser clairement. Commençait-elle à éprouver des sentiments pour cet homme énigmatique qui était son mari uniquement sur le papier? Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur la baie de Monaco, Camille prit sa décision. Elle resterait non seulement pour respecter leur contrat, mais aussi pour découvrir la vérité complète sur Alexandre Dufresne et le mystère qui l'entourait. Car au-delà des milliards en jeu et des intrigues entre anciens amis, un secret plus profond semblait se cacher dans les zones d'ombre de cette histoire. Un secret qui, elle le pressentait, changerait à jamais le cours de sa vie. Les semaines suivantes s'écoulèrent dans une étrange danse entre Alexandre et Camille. Leur relation avait changé, devenant plus authentique, mais aussi plus complexe. Les masques tombaient progressivement, révélant des facettes inattendues de leur personnalité. Ils avaient établi une routine confortable, partageant les petits déjeuners, discutant de leur journée, apparaissant ensemble lors d'événements mondains où leur complicité croissante n'était plus entièrement feinte. Alexandre se montrait plus ouvert, racontant parfois des anecdotes de son enfance ou des détails sur ses affaires. Camille, de son côté, lui parlait de sa mère, de ses rêves d'études juridiques abandonnés, de sa vision du monde. Ils évitaient soigneusement deux sujets, Élise et la chambre verrouillée, comme si ce pan du passé avait été temporairement scellé par leur conversation révélatrice. Maximilien, curieusement, s'était fait discret, n'apparaissant plus dans leur entourage immédiat. Selon les rumeurs mondaines, il voyageait en Asie pour affaires. Un soir de décembre, alors qu'il rentrait d'un gala de charité, Alexandre reçut un appel qui le fit pâlir visiblement. « Qui était-ce » demanda Camille, une fois qu'il eut raccroché, son visage inhabituellement grave. « Mon père », répondit simplement Alexandre. « Son état s'est aggravé. Les médecins disent qu'il ne passera probablement pas la semaine. »« Je suis désolé », dit sincèrement Camille. « Veux-tu aller le voir ?» Alexandre eut un rire sans joie. « Je ne suis pas certain qu'il veuille me voir. Mais oui, je dois y aller. C'est compliqué entre nous, mais il reste mon père. » « Je comprends. » Camille hésita. « Souhaites-tu que je t'accompagne ?» La question sembla surprendre Alexandre. « Tu voudrais venir ? Si tu penses que ma présence pourrait t'aider, oui. » Il la considéra longuement, comme s'il la voyait sous un jour nouveau. « Merci, » dit-il finalement. « J'apprécierais. » Le lendemain, ils prirent la route vers la Bourgogne, où se trouvait le domaine familial des Dufresne. Alexandre conduisait lui-même, chose rare, comme s'il avait besoin de cette activité pour canaliser son anxiété. Pendant le trajet, il parla plus qu'il ne l'avait jamais fait, partageant des fragments de son enfance. « Mon père est un homme difficile », expliqua-t-il alors qu'ils traversèrent la campagne française. « Brillant en affaires, mais distant dans sa vie privée. Après la mort de ma mère, il s'est complètement refermé sur lui-même. J'avais 15 ans, j'aurais eu besoin d'un père présent, mais il a préféré s'enterrer dans le travail. C'était peut-être sa façon de gérer le deuil, » suggéra doucement Camille. « Sans doute. Mais en faisant ça, il m'a abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. » Alexandre gardait les yeux fixés sur la route, les mains crispées sur le volant. « Notre relation ne s'est jamais vraiment remise de cette période. Et cette clause matrimoniale dans son testament, pourquoi l'avoir ajoutée ?» Un sourire amer étira les lèvres d'Alexandre. « Il a toujours pensé que mon mode de vie était instable. Trop de femmes, pas d'attache. Il disait que je gaspillais mon potentiel dans des relations superficielles. » Il jeta un bref regard à Camille. « Après ce qui est arrivé à Élise, il était convaincu que je ne me remettrais jamais, que je me complaisais dans une sorte de douleur chronique qui m'empêchait d'avancer. N'avait-il pas un peu raison ?» osa demander Camille. « Cette chambre que tu gardes, peut-être » admit Alexandre après un long silence. «
Mais ce n'était pas à lui de me forcer la main avec cette clause ridicule. Ils arrivèrent au domaine Dufresne en fin d'après-midi, alors que le soleil hivernal commençait déjà à décliner. La propriété était immense, un château du XVIIIe siècle entouré de vignobles à perte de vue, l'une des plus prestigieuses exploitations viticoles de Bourgogne. Un majordome âgé les accueillit avec une formalité teintée d'une familiarité évidente envers Alexandre. « Monsieur Alexandre, dit-il avec une légère inclinaison de tête, votre père vous attend dans sa chambre. Son médecin est avec lui. Merci, Georges. Je te présente Camille, mon épouse. » Le vieil homme ne put dissimuler sa surprise. « Madame, dit-il respectueusement, nous n'étions pas informés de votre mariage, monsieur. »« C'est récent, répondit simplement Alexandre. »« Comment va-t-il vraiment, Georges ?» Le majordome secoua tristement la tête. « C'est une question d'heures, peut-être de jours. Il s'affaiblit rapidement, mais son esprit reste clair. » Alexandre hocha la tête, une émotion indéchiffrable traversant son visage. « Je vais monter le voir. Camille, Georges te montrera ta chambre. Je te rejoindrai plus tard. » Camille le regarda s'éloigner dans le couloir majestueux, sa silhouette soudain moins assurée qu'à l'accoutumée. Elle ressentit une étrange impulsion de le suivre, de le soutenir face à cette épreuve, mais respecta son besoin d'intimité. Georges la conduisit à travers le château, lui montrant une suite somptueuse qui serait la leur pendant leur séjour. Tout y respirait l'opulence ancienne. Meubles d'époque, tableaux de maître, tapisseries précieuses. « Le domaine est dans la famille Dufresne depuis 7 générations, expliqua fièrement le majordome. Monsieur Henri en a fait l'une des propriétés viticoles les plus respectées de France. »« Henri, le père d'Alexandre ? » ?»« Oui, madame. Un homme exceptionnel, malgré sa sévérité. » Le vieil homme sembla hésiter. « Puis-je me permettre une question, madame ? » ?»« Bien sûr, Georges. Monsieur Alexandre, est-il heureux ? » La question, simple et directe, prit Camille au dépourvu. « Je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à sa place. Pardonnez mon indiscrétion. C'est juste que je l'ai vu grandir, et après le drame avec mademoiselle Élise, il s'interrompit, semblant regretter d'avoir évoqué ce sujet. « Vous connaissiez Élise ?» demanda Camille, saisissant l'opportunité. Georges acquiesça lentement. « Elle est venue ici plusieurs fois, une jeune femme lumineuse. Sa disparition a été un choc terrible pour tous, mais surtout pour monsieur Alexandre. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé ?» osa demander Camille. Le majordome la regarda longuement, comme s'il évaluait sa fiabilité. « Je n'ai que des suppositions, madame. Mais ce qui est certain, c'est que monsieur Maximilien n'était pas étranger à toute cette affaire. Que voulez-vous dire ? Je n'en dirai pas plus. » Georges recula légèrement. « Ce n'est pas ma place. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à sonner. » Laissée seule, Camille explora la suite, admirant les détails luxueux qui témoignaient de siècles de richesses accumulées. Sur une commode ancienne, elle remarqua plusieurs cadres photos. Alexandre enfant avec ses parents, Alexandre adolescent recevant un prix d'équitation, Alexandre et son père devant des vignes chargées de raisins. Ces images révélaient un Alexandre qu'elle ne connaissait pas, souriant, insouciant, avant que la vie et ses tragédies ne le transforment en l'homme complexe et tourmenté qu'il était devenu. Plusieurs heures s'écoulèrent avant qu'Alexandre ne revienne. Quand il entra finalement dans la suite, il semblait épuisé, les traits tirés. « Comment va-t-il » demanda doucement Camille. « Mal, très mal. » Alexandre se laissa tomber dans un fauteuil, mais toujours aussi têtu. Même mourant, il trouve la force de me faire la morale. Sur quoi ? Sur tout. Mes choix de vie, mes décisions d'affaires, mon obsession pour Élise. Il passa une main fatiguée sur son visage. Il voulait te rencontrer. « Moi » s'étonna Camille. « Ma mystérieuse épouse dont il n'avait pas entendu parler avant aujourd'hui. » Alexandre eut un sourire las. « Il est persuadé que je t'ai épousé uniquement pour satisfaire sa clause testamentaire. » « Ce qui est techniquement vrai, » rappela Camille. « Techniquement, oui. » Alexandre la regarda avec intensité. « Mais peut-être plus maintenant. » Cette déclaration à demi voilée flotta entre eux, chargée d'implications que ni l'un ni l'autre n'étaient prêts à explorer pleinement. « Je le rencontrerai demain s'il le souhaite toujours, » dit finalement Camille. « Merci, cela signifie beaucoup pour moi. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis leur mariage, ils dormirent dans le même lit, non par désir, mais par nécessité pratique dans ce château où les apparences devaient être maintenues devant le personnel. Une distance respectable séparait leurs corps, mais Camille pouvait sentir la chaleur d'Alexandre.
entendre sa respiration qui mettait longtemps à s'apaiser dans le sommeil. Au petit matin, un cri les réveilla en sursaut. La gouvernante, bouleversée, leur annonça que M. Henry venait de s'éteindre paisiblement dans son sommeil. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Médecins constatant le décès, pompes funèbres appelées, notaires convoqués pour la lecture du testament qui aurait lieu après les funérailles. Alexandre gérait tout avec une efficacité mécanique, comme si cette organisation pratique lui permettait de tenir à distance sa propre douleur. Ce n'est que le soir, alors qu'ils se retrouvaient seuls dans leur suite, que le masque se fissura. Alexandre, debout devant la fenêtre, contemplait les vignes plongées dans l'obscurité. « Il est parti sans que j'aie pu lui dire au revoir », murmura-t-il. « Sans que j'aie pu lui dire… » « Lui dire quoi ?» demanda doucement Camille, s'approchant de lui. « Que malgré tout je l'aimais, qu'il était un père imparfait, mais qu'il restait mon père. » Alexandre ferma brièvement les yeux. « Nous sommes tous prisonniers de nos non-dits, Camille, de nos secrets. Ils nous empoisonnent lentement. » La vulnérabilité dans sa voix toucha Camille plus qu'elle ne voulait l'admettre. Dans un geste spontané, elle posa sa main sur son bras, offrant un réconfort silencieux. Alexandre couvrit sa main de la sienne, et ils restèrent ainsi un long moment, contemplant ensemble la nuit. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard dans le petit cimetière attenant au domaine. Une cérémonie sobre, conformément aux souhaits du défunt, en présence d'une vingtaine de personnes seulement. Famille éloignée, amis proches, employés de longue date. Maximilien brillait par son absence, un fait qui n'échappa pas à Camille. Après l'inhumation, tous se retrouvèrent au château pour un repas. Alexandre, parfait dans son rôle d'héritier digne, recevait les condoléances avec une politesse distante. Camille, à ses côtés, jouait son rôle d'épouse éplorée, impressionnant même Alexandre par sa capacité à naviguer dans ce monde inconnu avec une aisance naturelle. « Tu es remarquable », lui glissa-t-il à l'oreille alors que les derniers invités partaient. « Comment fais-tu pour paraître si authentique ?»« Peut-être parce que je le suis, en partie, » répondit-elle simplement. « Je suis sincèrement désolé pour ta perte, Alexandre. » Il la regarda avec une expression indéchiffrable, puis hocha simplement la tête. Le lendemain, le notaire arriva pour la lecture du testament. La séance se déroula dans le bureau d'Henri, une pièce imposante aux murs couverts de livres anciens. Seuls Alexandre et Camille étaient présents face au notaire qui déployait les documents avec une lenteur cérémonieuse. « Avant de commencer, » dit le vieil homme, « je dois vous remettre ceci, monsieur Dufresne. Votre père m'a chargé de vous le donner personnellement après son décès. » Il tendit à Alexandre une enveloppe scellée. Ce dernier la prit avec une expression perplexe, puis la glissa dans la poche intérieure de sa veste. « Vous ne l'ouvrez pas maintenant » s'étonna le notaire. « Plus tard » répondit simplement Alexandre. La lecture du testament fut sans surprise. Henri Dufresne laissait l'intégralité de sa fortune à son fils unique, Alexandre, à condition qu'il soit marié au moment du décès, condition qui était désormais remplie. Le domaine viticole, les propriétés immobilières, les participations dans diverses entreprises, les comptes en banque, tout revenait à Alexandre, avec quelques legs mineurs à des œuvres caritatives et aux employés de longue date. « Voilà qui est fait », conclut le notaire en refermant son dossier. « Toutes mes condoléances, monsieur Dufresne. Votre père était un homme remarquable. » Une fois le notaire parti, Alexandre resta silencieux un long moment, fixant le bureau qui était maintenant le sien. « Tu as obtenu ce que tu voulais », dit doucement Camille. « L'héritage est sécurisé. » Alexandre sortit lentement l'enveloppe de sa poche, la contemplant comme si elle contenait quelque chose de dangereux. « Pas encore. Je dois d'abord savoir ce que contient ceci. » Il décacheta l'enveloppe et en sortit une lettre manuscrite ainsi qu'une clé ancienne. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes, son visage se transformant à mesure qu'il lisait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Camille, inquiète devant son expression bouleversée. « Une confession » murmura Alexandre, « et la clé d'une vérité que j'ai cherchée pendant 8 ans. » Il lui tendit la lettre d'une main légèrement tremblante. Camille la prit et commença à lire. « Mon fils, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus. Il est temps que tu connaisses une vérité que j'ai gardée par lâcheté, par honte et par un amour mal placé pour toi. La nuit où Élise a disparu, j'étais sur le yacht. Tu ne le savais pas, personne ne le savait. J'étais venu incognito, inquiet pour ton avenir, avec cette femme que je jugeais indigne de toi, de notre nom. J'avais l'intention de parler une dernière fois à Élise,
de la convaincre de renoncer à ce mariage, quitte à lui offrir une somme considérable pour disparaître de ta vie. Ce que j'ai vu cette nuit-là m'a glacé le sang. Maximilien, que je croyais ton ami fidèle, s'entretenait avec Élise sur le pont. Leur conversation était houleuse. J'ai entendu Élise dire qu'elle allait tout te révéler. Révéler quoi? Je l'ignore encore. Maximilien est devenu violent. Il l'a poussée, peut-être sans intention de la faire tomber, mais la mer était déjà agitée. Elle a basculé par-dessus bord. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû crier, donner l'alerte immédiatement. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Par choc, par incrédulité d'abord. Puis, je l'admets avec honte, par calcul. Cette femme que je détestais disparaissait de ta vie. Le problème se résolvait de lui-même. Quand l'alarme a finalement été donnée, il était trop tard. Maximilien avait eu le temps d'inventer sa version des faits, de te consoler, avec de l'alcool pour t'empêcher de participer aux recherches. J'ai gardé ce secret ignoble pendant toutes ces années, te voyant sombrer dans une obsession malsaine pour cette femme disparue, incapable de t'avouer ma complicité passive dans ce drame. La clé jointe à cette lettre ouvre un coffre dans la cave à vin, derrière le panneau marqué « Romanè Conti, 1962 ». Tu y trouveras un enregistrement de la caméra de sécurité du yacht que j'ai récupéré avant qu'il ne soit accidentellement effacé. C'est ta preuve contre Maximilien si tu choisis de t'en servir. Je ne te demande pas pardon, Alexandre. Ce que j'ai fait, ou plutôt ce que je n'ai pas fait, est impardonnable. Mais je te demande de ne pas laisser cette vérité te détruire davantage. Élise ne reviendra pas, quoi que tu fasses. Il est temps de vivre, mon fils. Ton père qui, malgré ses fautes impardonnables, t'a toujours aimé. Henri. Camille leva des yeux choqués vers Alexandre, qui semblait figé dans une immobilité parfaite. « Alexandre », murmura-t-elle, ne sachant que dire face à cette révélation bouleversante. Sans un mot, il se leva et quitta la pièce d'un pas rapide. Camille le suivit à travers plusieurs couloirs, puis dans un escalier en colimaçon qui descendait vers les caves. Un dédale de couloirs souterrains s'ouvrait devant eux, bordé de casiers à vin soigneusement étiquetés. Alexandre s'arrêta devant un panneau marqué « Romanè Conti 1962 » qu'il fit pivoter pour révéler un petit coffre-fort encastré dans le mur. D'une main qui tremblait légèrement, il y inséra la clé. Le coffre contenait un seul objet, une clé USB ancienne. Alexandre la prit comme s'il s'agissait d'un objet précieux et fragile à la fois. « Après toutes ces années », murmura-t-il. La vérité était là, à portée de main. Ils remontèrent dans le bureau où Alexandre brancha la clé sur son ordinateur portable. La vidéo qui s'afficha était en noir et blanc, de mauvaise qualité, mais suffisamment claire pour distinguer le pont du yacht sous une pluie battante. Élise apparaissait, enveloppée dans un imperméable visiblement agité, puis Maximilien entrait dans le cadre, s'approchant d'elle. Leur conversation était inaudible à cause du bruit de la tempête, mais leur langage corporel indiquait clairement une dispute, intense. Soudain, Élise faisait un geste brusque, comme si elle menaçait de partir. Maximilien la retenait par le bras. Elle se débattait. Puis, en un instant terrible, il la poussait contre la rambarde qui cédait sous son poids. Élise basculait dans les flots déchaînés. Ce qui suivait était peut-être le plus choquant. Maximilien restait immobile quelques secondes, regardant par-dessus bord, puis s'éloignait calmement, sans donner l'alerte, disparaissant de l'image, comme si rien ne s'était passé. « Mon Dieu !» souffla Camille, horrifiée. C'était un meurtre. Alexandre fixait l'écran, le visage pétrifié dans une expression de douleur et de rage mêlée. « Pendant 8 ans, articula-t-il lentement, j'ai joué à l'ami avec l'homme qui a tué la femme que j'aimais. J'ai partagé des repas avec lui, fait des affaires avec lui, l'ai laissé entrer dans ma vie, alors qu'il... » Sa voix se brisa. D'un geste violent, il balaya tout ce qui se trouvait sur le bureau, envoyant voler papiers et objets. « Alexandre, » dit doucement Camille, s'approchant prudemment. « Que vas-tu faire ?» Il la regarda comme s'il la voyait à peine. « Je vais le détruire, comme il m'a détruit. Ce n'est pas la justice, c'est la vengeance. » Quelle différence! Sa voix était glaciale. « La justice te libérera. La vengeance t'enchaînera davantage à ce passé qui te hante. » Camille posa une main sur son bras. « Tu as la preuve maintenant, utilise-la légalement. » Alexandre resta silencieux un long moment, son regard passant de l'écran à Camille. « Pourquoi t'en soucies-tu » demanda-t-il finalement. « Notre mariage n'est qu'un contrat. Tu auras tes 10 millions quoi que je fasse. Peut-être que ce n'est plus seulement un contrat pour moi, admit Camille, surprise par sa propre audace. Quelque chose changea dans le regard d'Alexandre,
une lueur de surprise, puis de compréhension. Camille. Nous parlerons de ça plus tard, coupa-t-elle doucement. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce que tu dois faire avec cette information. Les jours qui suivirent furent intenses. Alexandre, sur les conseils de Camille, remit l'enregistrement à son avocat, qui contacta les autorités. Une enquête fut discrètement rouverte sur la disparition d'Élise, classée jusqu'alors comme un accident. Maximilien, revenu d'Asie, fut interpellé pour interrogatoire. Face aux preuves accablantes, il finit par avouer, non un meurtre prémédité, mais un geste de colère aux conséquences fatales. Selon sa version, Élise avait découvert des malversations financières qu'il avait commises et menaçait de tout révéler à Alexandre. La nouvelle fit sensation dans le cercle fermé de la haute société, mais Alexandre et Camille restèrent isolés au domaine de Bourgogne, protégés de la tempête médiatique par les murs épais du château et la discrétion du personnel. Un soir, alors que l'hiver enveloppait les vignes endormies, d'un manteau de givre, Alexandre demanda à Camille de le rejoindre dans le bureau. « J'ai pris une décision », annonça-t-il lorsqu'elle entra, concernant la chambre d'Élise aux Pentouses. Camille attendit, respectant son besoin de formuler les choses à son rythme. « Je vais la fermer, définitivement. Faire don de ses affaires à des œuvres caritatives, si cela te semble approprié. C'est ta décision, Alexandre, mais je pense que c'est un pas important vers la guérison. » Il acquiesça lentement. « Il y a autre chose dont je voulais te parler. » Il ouvrit un tiroir et en sortit leur contrat de mariage. « Ceci, notre arrangement, » dit Camille, sentant son cœur s'accélérer inexplicablement. « Oui, je me demandais si tu serais d'accord pour le modifier. »« Comment ?» Alexandre se leva, contournant le bureau pour se rapprocher d'elle. « Ces derniers mois ont été inattendus. Tu es entré dans ma vie comme un élément d'une transaction, et pourtant, encouragea Camille, retenant son souffle. Tu es devenu bien plus. Une partenaire, une confidente, quelqu'un qui m'a aidé à affronter mes démons quand rien ne t'y obligeait. » Il prit ses mains dans les siennes. « Je me demande si, au lieu d'un contrat d'1 an suivi d'un divorce, nous pourrions envisager autre chose. Qu'est-ce que tu proposes exactement ?» demanda Camille, son cœur battant à tout rompre. « Je propose que nous laissions le temps décider, que nous transformions ce mariage de convenance en une exploration, sans garantie, sans contrainte. Juste 2 personnes qui apprennent à se connaître, peut-être à s'aimer. » Camille le contempla, cet homme qui avait tant changé depuis leur première rencontre, moins arrogant, plus vulnérable, plus authentique. « Et les 10 millions ?» demanda-t-elle avec l'ombre d'un sourire. « Ils sont à toi, quoi qu'il arrive. Considère-les comme un très généreux cadeau de mariage. Tu sais que ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, n'est-ce pas? Pas maintenant. »« Je commence à le comprendre, » admit Alexandre. « Alors qu'en dis-tu? Veux-tu donner une chance réelle à ce mariage improbable ?» Pour toute réponse, Camille se rapprocha de lui et pour la première fois posa ses lèvres sur les siennes. Un baiser doux, hésitant d'abord, puis plus profond, scellant un nouveau pacte entre eux, non plus basé sur l'argent ou les convenances, mais sur quelque chose de bien plus précieux, la possibilité d'un amour véritable. Cette nuit-là, alors que la neige commençait à tomber doucement sur le domaine du frêne, Camille et Alexandre partagèrent pour la première fois une véritable nuit de noces. Non pas celle qui aurait dû avoir lieu après leur mariage contractuel, mais celle de 2 êtres qui choisissaient consciemment de s'unir, avec leurs blessures, leurs espoirs et leurs secrets enfin dévoilés. Dans l'intimité de leur chambre, alors qu'ils découvraient leur corps avec une tendresse nouvelle, Alexandre confia à Camille le dernier secret qu'il gardait encore. « Il y a quelque chose que tu devrais savoir, » murmura-t-il contre sa peau. « Quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. »« Je t'écoute, » répondit doucement Camille, caressant son visage. « La nuit où je t'ai proposé ce mariage, ce n'était pas un hasard si tu es entré dans cette pièce à ce moment précis. » Camille se figea légèrement. « Que veux-tu dire? Je t'observais depuis des mois. Ta dignité, ton intelligence que tu t'efforçais de dissimuler, ta façon de t'occuper de ta mère malgré tes moyens limités. » Il hésita. « Quand j'ai appris pour la clause du testament de mon père, j'ai pensé à toi. Le pari avec Maximilien n'était qu'une mise en scène. »« Tu as tout orchestré ?» demanda Camille, stupéfaite. « Pas tout. Ta réaction, tes conditions, tout cela était authentique et imprévu. Mais le point de départ, oui. Pourquoi moi? Tu aurais pu choisir n'importe quelle femme. » Alexandre sourit dans la pénombre. « Parce que dès le premier jour où tu es entré à mon service,
Quelque chose en toi m'a intrigué. Tu n'étais pas impressionné par ma fortune. Tu ne cherchais pas à me plaire. Tu étais réel. Dans un monde d'apparence, c'est le bien le plus rare. » Camille absorba cette révélation, surprise mais étrangement pas en colère. Alors notre rencontre n'était pas due au hasard. Le hasard n'existe pas, Camille. Il n'y a que des chemins qui se croisent pour des raisons que nous comprenons parfois trop tard. Il l'embrassa de nouveau, et dans ce baiser, Camille sentit toutes les possibilités d'un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé quelques mois plus tôt. Le secret de leur nuit de noces n'était pas un drame caché ou une révélation choquante. C'était la découverte que derrière les masques, les arrangements et les convenances, deux âmes blessées pouvaient se trouver et, peut-être, se guérir mutuellement. 1 an plus tard, alors que les vignes du domaine Dufresne se parèrent des couleurs flamboyantes de l'automne, Camille et Alexandre renouvelaient leurs vœux, non plus par contrat, mais par choix. La chambre d'Élise avait été transformée en nurserie, attendant l'enfant qui grandirait dans le ventre de Camille. Maximilien purgeait une peine de prison pour homicide involontaire, son empire financier démantelé par les enquêtes qui avaient suivi ses aveux. Et dans le petit cimetière du domaine, une nouvelle pierre tombale avait été érigée à la mémoire d'Élise, non plus un fantôme qui hantait le présent, mais un souvenir respecté qui appartenait au passé. Camille, désormais avocate grâce aux études qu'elle avait pu reprendre, dirigeait une fondation venant en aide aux femmes en situation précaire. Alexandre avait recentré ses activités sur le domaine viticole familial, trouvant dans ce retour aux racines une paix qu'il n'avait pas connue depuis l'enfance. Leur histoire, qui avait commencé comme un marché cynique entre un milliardaire et sa femme de chambre, s'était transformée en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Une seconde chance, un amour né des cendres du passé, une preuve que même les débuts les plus improbables peuvent mener aux fins les plus heureuses. Car parfois, le plus grand secret n'est pas celui que l'on cache, mais celui que l'on découvre. La capacité du cœur humain à se réinventer, à guérir et à aimer de nouveau, envers et contre tout. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Qu'avez-vous pensé de cette fin? Aviez-vous deviné les secrets d'Alexandre et le destin d'Élise? Votre avis compte beaucoup pour moi.